Il y en a beaucoup qui parlent de ça et qui disent comme quoi l'homme à la cicatrice de feu pouvait anciennement faire partie du gouvernement mondial et que ce serait Ace qui l'aurait battu. Il y a des trucs qui circulent en ce moment sur le net et il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. C'est pas ma conviction actuelle, mais ça, je le mets de côté histoire de savoir s'il y a quelques confirmations. J'hésiterai pas. Elle me plaît celle-là, genre. Donc let's go. Passons à l'analyse de la vidéo de Goji, si je me trompe pas. À part si j'ai mis celle du Mon Corvo, je sais pas. Mais let's go les mecs. Nouveau palier est atteint aujourd'hui, l'aventure One Piece continue et elle n'est pas prête de se terminer tant les mystères continuent d'affluer. Cette fin de chapitre en est la preuve formelle avec Kuma qui seulement quelques mois avant que Luffy prenne la mer navigue sur East Blue en direction de Fushia. Quel est son objectif? Pourquoi le gouvernement l'a-t-il envoyé sur cette île que nous savons bien spéciale? Eh bien, vous en saurez plus à la fin de cette review. Les bros, yo, et je profite de ce début de vidéo pour vous teaser les deux gros projets qui sortiront en ce mois de décembre. Vous aurez dans moins de 30 jours la plus grande théorie de ma chaîne qui dépasse vraiment toutes les autres sorties à ce jour, ainsi que la deuxième édition du tant attendu et apprécié Iceberg de One Piece. Ça sera un mois très spécial, alors je vous invite absolument tous à vous abonner pour être les premiers à découvrir ces masterclass que je vous prépare. Allez, je vous laisse sur la review, n'oubliez pas non plus de rejoindre le live ce soir à 20 h pour reparler ensemble de ce nouveau chapitre. Merci à tous et allons-y. Je vais pas faire de récap du dernier chapitre, on commence direct sur celui-ci avec la visite de Kizaru au laboratoire de Vegapunk, accompagné d'une figure assez connue de la marine et des supernovas, Diez Drake. Alors c'est intéressant pour plusieurs raisons qu'on le voit ici, même si on s'en fout royalement de Drake, je vais pas vous le cacher. En gros, et dans le chapitre 1099, nous avons appris qu'à la toute fin, la chronologie s'était énormément rapprochée de nos jours, puisque plus que 4 années nous séparent du présent. Pour le savoir, c'est très simple, Dragon dit que l'autre jour, il y a eu un incident sur Punk Hazard ayant forcé Vegapunk à changer de laboratoire pour se rendre sur Egghead. Ça tombe bien, Oda nous a donné l'information de quand ce laboratoire a été détruit dans le chapitre 664 et c'était il y a 4 ans. Donc Kuma a rencontré Vegapunk pour la première fois il y a 4 ans et en seulement 4 ans, Egghead est passé d'une simple île scientifique à un véritable royaume du futur, ce qui rend l'histoire encore plus folle. Bref, pour en revenir à Drake et pas seulement à lui mais ça vous le verrez tout au long de cette review, il y a seulement 4 ans, il était encore dans la marine, signifiant peut-être que le Sword n'était pas encore créé à ce moment-là, puisque je vous rappelle qu'il est pirate depuis au moins 2 ans. Vous voyez, c'est des petites informations comme ça que la chronologie peut nous aider à comprendre et c'est giga important, mais ça comme je vous l'ai dit, on le verra plus tard. La suite est un petit peu plus mouvementée et donne un sentiment de déjà vu. Saturne a tout espionné du deal de Vegapunk et Kuma, mais vu que ce dernier représente une aubaine exceptionnelle pour le projet pacifista grâce à son sang de boucanier, 3 conditions sont cependant requises. Kuma doit devenir un Shichibukai pour remplacer un autre Shichibukai qui vient tout juste d'être défait par Ace. Kuma doit également devenir une arme humaine en se transformant en cyborg et pour finir, Kuma doit voir son esprit être effacé entièrement à la fin de son opération. Si les deux premiers points semblent être ok pour Vegapunk, le dernier le plonge dans une colère noire. Effacer l'esprit d'un homme revient à le tuer, chose inadmissible pour lui. Chose à quoi aussi répond très sèchement Saturne, qui n'est pas en position de parler avec moi, scientifique de la marine. Ok, donc cette scène doit vous dire quelque chose puisque c'est à peu près la même que l'on a vu au chapitre 1094 quand Bonnie s'est rué sur Saturne. La seule différence c'est qu'on n'avait que des paroles. Là on peut ressentir toute l'intensité de la scène dans un chapitre qui est d'ailleurs vraiment bien dessiné, rendant le moment encore plus poignant. J'aimerais revenir sur deux petites choses très rapidement concernant cette partie. La première, c'est la façon dont parle Saturne à Vegapunk. Le coup du « tu n'es qu'un simple scientifique de la marine » à l'homme réputé comme étant le plus intelligent du monde m'a vraiment laissé cet arrière-goût de suprématie dans ce domaine par Saturne. On sait qu'il a le titre de dieu guerrier de la science et de la défense, alors s'il se permet de prendre ce ton bien hautain, au-delà du fait que ce soit un Tenryubito, c'est peut-être parce qu'il est scientifiquement et technologiquement encore plus avancé que Vegapunk lui-même. Imaginez juste 2 secondes qu'à l'époque du siècle oublié, s'il existait à ce moment-là bien sûr, il fut le plus grand scientifique de son temps, permettant des prouesses que Vegapunk lui-même ne peut pas aujourd'hui. Et peut-être que s'il tient tant à effacer l'esprit de Kuma, c'est parce qu'il est conscient du danger que ça peut représenter de lui laisser sa conscience, au-delà que ce soit un ancien révolutionnaire, car lui-même l'aurait expérimenté par le passé. En laissant la conscience à l'une de ses créations, elle aurait fini par se retourner contre lui et tous ceux qui allaient devenir le gouvernement mondial par la suite. Alors, là, je vais juste vous faire part de mon ressenti sur ce qu'il a dit. Goji est très 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 fort, hein, je tiens quand même à le préciser, mais je suis absolument pas d'accord par rapport à ce qu'il vient de dire. Premièrement, le siècle oublié, l'île avancée technologiquement, elle est en rapport avec les G, avec Joy Boy. Donc ça, c'est une île qui serait plus du côté
de Joey Boy, donc des G, que du côté des Tenryubito, sachant qu'ils étaient adversaires. Premièrement, ça c'est la première phrase. Deuxième phrase, pourquoi Saturne serait scientifiquement plus avancé, plus compétent et plus fort que Vegapunk dans le domaine scientifique? Pourquoi, s'il est plus fort, il a besoin de Vegapunk? Pourquoi quand comment il s'appelle, York, quand York négocie les traités, etc., pour que Vegapunk disparaisse et que York subsiste pour pouvoir créer Mother Flame, pourquoi Saturne ne prend pas sa place? Donc en vrai, pour moi, Dieu guerrier de la science, je pense qu'il est très intelligent, qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Attends, je me mets à l'aise. Mais par contre, je trouve incohérent. Pour moi, ce serait incohérent, clairement, si Saturne était plus intelligent que Vegapunk. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que Saturne pourrait créer des clones de lui-même, pourrait faire travailler ses clones à sa place, pour qu'il puisse créer toutes sortes de choses en rapport avec le siècle oublié. Pour moi, n'oubliez pas, pendant le siècle oublié, les Tenryubito ne font pas partie des personnes les plus avancées technologiquement. Par contre, ils étaient grave avancés. Ils étaient quand même grave avancés pour réussir à battre les personnes qui, elles, étaient avancées technologiquement par rapport à ça. D'ailleurs, on le sait très bien que c'est par rapport au G, parce qu'il y a le robot géant. Le robot géant interagit avec l'énergie, la source d'énergie, donc la source solaire, donc l'énergie solaire, pour faire marcher le robot, premièrement. Et deuxièmement, quand Vegapunk dit cette île, c'est le passé, et qu'on sait qu'il y a le robot, et que lui s'est basé sur ce type de recherche pour créer cette île, sachant que les Tenryubito, eux, ont perdu tout ce type de technologie, ou tout simplement l'ont pas eu. Et du coup, ça me fait dire que clairement, c'est les G qui avaient cette technologie. Donc ça, je voudrais juste préciser pour cette petite partie-là, parce que je suis pas trop de cet avis, même si ces théories sont légendaires. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça légèrement, permettez-moi juste de dire, légèrement incohérent. C'est une petite idée passagère, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'Oda a voulu imposer une hiérarchie entre Vegapunk et Saturne qui n'est pas sociale, mais scientifique, vous voyez. Bref, l'autre truc. Et du coup, bah là, pour répondre à ce qu'il dit, j'ai vraiment juste l'impression que la hiérarchie, elle est vraiment que sociale. Par contre, il doit avoir des connaissances scientifiques, mais c'est comme par exemple quelqu'un qui lit beaucoup de livres, il va avoir énormément de compréhension par rapport au monde qui nous entoure, par rapport, je sais pas, à la mécanique quantique, ou même à la science, au mouvement des astres, je sais pas, au trou noir, à l'espace-temps, etc. Et du coup, quand tu te renseignes là-dessus, tu connais un petit peu le méthode de fonctionnement, mais si on te demande de faire un calcul très précis, ben, tu vas pas le faire, tu vas juste comprendre comment ça marche, comment la lumière se déplace, à quelle vitesse, est-ce que c'est une constante, est-ce que la déformation de l'espace augmente ou freine la vitesse, etc. Tu vois, il y a plein de domaines, et au final, tu sais pas exactement calculer la rotation de la lumière, la déviation par rapport à la gravité autour des grosses masses dans l'univers. Donc ça, c'est beaucoup plus dur, le côté technique, que le côté connaissance, tu vois. Donc c'est juste ça que je voulais dire, tu vois. Par exemple, ouais, je vous donne pas d'exemple, mais vous avez capté. Vous avez capté, vas-y, je vais pas m'éterniser là-dessus. M'a fait tilt, et vous aussi je présume, c'est la place du Shichibukai que Kuma a pris. Et qui est-ce? Qui est cet ancien Shichibukai battu par Ace? Bah ouais, c'est pas rien comme révélation, surtout qu'on en a jamais entendu parler. Mon premier réflexe a été de voir tous les combats connus qu'Ace a livrés, et le seul qui sort du lot, eh ben, c'est Doma, le chevalier bohémien. Alors je suis d'accord, c'est pas forcément convaincant au début, même moi j'ai pas été captivé par ça, parce que Doma n'a aucune véritable particularité ni mise en avant dans l'histoire pour nous laisser penser une telle chose. Pourtant, un truc intéressant, c'est une fois qu'Ace a vaincu Doma que Barbe Blanche lui a proposé la place de commandant de la seconde division de l'équipage, sans doute la place la plus importante après Barbe Blanche lui-même qui était tenue par Oden à l'époque. En plus de ça, la victoire sur Doma est considérée comme un exploit, et ce même Doma est le premier des commandants alliés de Barbe Blanche à apparaître aux côtés de tous les autres lors de l'assaut sur Marineford. Du coup, ouais, je trouve qu'il est un bon candidat au titre de Shichibukai, mais j'ai quand même un souci. Pourquoi lui ? C'est quoi qui le rend si spécial, tu vois? Très honnêtement, et à part ce que je vous ai dit à l'instant, il ne se distingue pas forcément, et j'ai l'impression qu'introduire un ancien corsaire là maintenant à ce stade du manga, c'est vraiment pour faire de lui un homme, tu vois, qui aura une vraie place pour plus tard, hein. Du coup, on en vient au fameux et mystérieux homme à la cicatrice de feu. C'est
Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui parlent de ça et qui disent comme quoi l'homme à la cicatrice de feu pouvait anciennement faire partie du gouvernement mondial et que ce serait Ace qui l'aurait battu. Il y a des trucs qui circulent en ce moment sur le net. Et il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen. C'est pas ma conviction actuelle, mais ça, je le mets de côté histoire de savoir s'il y a quelques confirmations. J'hésiterai pas. Elle me plaît celle-là, genre. Si Ace l'a vaincu, alors il a pu lui laisser une cicatrice ou une brûlure en utilisant son Mera Mera no Mi. Oui, bon, je sais, ça paraît simple, hein, mais ça rend le truc plus concret et intéressant, surtout que l'homme à la cicatrice de feu a une place dans l'histoire. Il est mystérieux et il va apporter quelque chose, puisqu'il aurait le dernier Rod Poneglyph. Après, il convient de relativiser une fois de plus. Ace aurait-il vaincu un mec si puissant seulement un an après avoir pris la mer? Ça m'embête un peu. Ace était très puissant, hein, mais l'était-il assez pour vaincre quelqu'un ayant le pouvoir aujourd'hui de protéger un Rod Poneglyph et de couler des bateaux dans des tourbillons d'eau? Le fait qu'il ait battu un grand corsaire me dérange pas, mais là j'ai quand même un petit doute. Voilà, en bref, c'est un nouveau mystère. Qui était ce Shichibukai et est-il lié à l'homme à la cicatrice de feu qui nous perturbe tout autant? Je conclurai simplement par une petite idée supplémentaire. On sait que les Shichibukai originaux, vraiment les 7 premiers qui ont été introduits, respectaient tous le thème très précis des animaux. Kuma est un ours, Bohancock un serpent, Crocodile un crocodile, bref, ça vous avez pigé. Du coup, si on trouve un personnage représentant un animal autant dans son nom que dans son physique, c'est peut-être lui ou elle qu'il nous faut. Allez-y les bros, si vous avez une idée, commentez là et dites-moi qui serait le candidat idéal à cette place. On passe à la suite qui est d'ailleurs très émouvante puisque malgré la déclaration de Saturne qui est d'effacer la conscience de Kuma, ce dernier pleure de joie car l'espoir apparaît enfin de voir sa petite Bonnie guérir de sa maladie. Et tout le monde pleure, Vegapunk est élu aux larmes et même Kizaru ne semble pas totalement insensible à la douleur et la bienveillance du présumé tyran. Bon, par contre tout ne sera pas aussi simple et on en vient à un moment très important de ce chapitre mais aussi de One Piece finalement, puisqu'une nouvelle précision sur la chronologie a lieu. 2 ans, c'est le temps qu'il faudra pour achever complètement l'opération de Kuma et sa transformation en cyborg. Quant à Bonnie, elle, l'opération ne prendra que 6 mois, mais elle aura 1 an de convalescence avant de pouvoir sortir à nouveau. Vous l'aurez compris, tout coïncide assez bien avec le début de l'histoire de One Piece qui a eu lieu il y a 2 ans dans leur chronologie, ce qui signifie que quand Luffy a pris la mer pour la première fois pour rassembler son équipage, etc., chapitre 1, Bonnie n'était vraiment guérie que depuis 6 mois, une moitié d'année. Ok, donc ça c'est important à prendre en compte puisque ce chapitre nous révèle que Saturne a fait de Bonnie leur otage. Pour éviter qu'il s'enfuit avec Kuma, elle passera son année de convalescence avec le gouvernement mondial, ce qui n'est, on va pas se mentir, pas une très bonne nouvelle. Mais pire encore, pour vraiment éviter qu'il prenne la fuite, Kuma n'aura plus le droit de rencontrer Bonnie après son traitement qui durera 6 mois. À compter de ce jour, ils n'ont plus qu'une moitié d'année à passer ensemble avant que le gouvernement les sépare et que Kuma perde définitivement la raison 2 ans plus tard. Normalement, c'est plutôt clair, mais si jamais vous comprenez pas, demandez-moi en commentaire, au pire je tâcherai d'y répondre ou même passer carrément en stream ce soir sur Twitch, on y répondra aussi. Quoi qu'il en soit, les conditions sont acceptées pour Kuma qui a fait clairement passer le bien de sa fille avant tout le reste. C'est la raison pour laquelle il demande à Saturne que Bonnie soit envoyée au royaume de Sorbet après les 6 mois de traitement, histoire qu'elle soit dans un petit lieu familier. Et le temps passe jusqu'à ce que ces 6 mois s'écoulent, nous allons faire une légère pause là-dessus, car il faut absolument qu'on parle de quelque chose. Pendant cette petite ellipse, on peut découvrir un rapprochement absolument magnifique entre Kuma, Bonnie et toute l'équipe scientifique d'Egghead, comprenant donc Vegapunk, Sentomaru et surtout Kizaru. Ils mangent une pizza ensemble, ils s'amusent, mais plus encore, ils reproduisent la danse de Nika. Et wow, là ça c'est le pire. Un petit peu des frissons. Alors pourquoi? Car au-delà de voir Nika continuer de rassembler des gens sans même être présent, Kizaru en faisait partie. Kizaru partageait sans peine ce moment de bonheur avec les autres. Ce même Kizaru que nous voyons aujourd'hui attaquer Egghead pour éliminer Vegapunk. Et là, ce chapitre pour moi, c'est la confirmation d'un sentiment que j'ai depuis un moment sur Kizaru. Il ne parviendra pas à mener bien sa mission. Le mec a passé des mois et des années avec des gens qu'il a sûrement aimé comme une famille, il a partagé avec eux une danse d'une symbolique absolument légendaire, et aujourd'hui, pourrait les tuer? Non. Pas possible, je veux lui laisser sa chance. Je veux approuver le scénario qu'il renoncera à écouter les prochains ordres de Saturne en retournant dans le présent. Que finalement, ce soit peut-être lui qui se sacrifie pour sauver Vegapunk, Sentomaru, Bonnie et Kuma qui arrivera très bientôt. Alors moi je sais pas s'il va se sacrifier pour les sauver, mais pour moi il est pas sentimentalement il est pas capable de tuer. En fait, il arrête pas de dire je vais les tuer, je vais les tuer, je vais faire ci, je vais faire ça. En fait, il a eu plein d'occasions de les tuer, surtout son fruit de la lumière. Regardez par exemple Sentomaru, il l'a respecté en lui donnant un vrai combat, mais il l'a pas achevé. Il l'a pas achevé. Sentomaru est toujours vivant. Et Sentomaru, Lucci lui a fait plus de dégâts que Kizaru, alors que Kizaru est censé être beaucoup plus puissant. Donc,
je me pose énormément de questions. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, juger Kizaru par rapport à ses actes et pas par rapport à ce qu'il dit. Parce que justement, on est souvent trompé. Parce que justement, on écoute. C'est comme dans la vraie vie, les gars. Quand vous écoutez un gars, ouais, je fais ceci, ouais, je fais cela, ouais, je fais cela, tout pour la mif, tout pour la mif. Et après, tu les vois, ils vont gaspiller leur SMIC, ils donnent même pas 10 balles à leur daronne qui est en Hesse, ils aident même pas leur daronne à porter leurs courses, tu vois. Et ben là, tu comprends que les gens, tu vois, c'est que ça, c'est la vraie personne. La vraie personne, elle va te dire, ouais, tout pour la mif, mais derrière, rien pour la mif. Et c'est ça le délire, juger les gens par rapport à leurs actes. Et je pense que c'est hyper bien retranscrit par rapport à Kizaru. D'ailleurs, tout à l'heure, là, juste après cette vidéo, on va parler de la vidéo du Mont Corvo. Et eux, ils ont vraiment une théorie qu'ils défendent depuis quelques temps. Et leur théorie, c'est que tous, tous les amiraux, y compris Akainu, se retourneront contre le gouvernement mondial parce que pour eux, c'est plus logique, parce qu'il y aura plus de trucs et tout. Donc, on va discuter, tu vois. On va discuter de tout ça. Et moi, je vous le dis tout de suite, je vous spoil, je suis absolument pas d'accord avec eux. Mais je ne suis pas non plus en totale inadéquation. Ça veut dire qu'il y a des trucs où je vais être d'accord et il y a d'autres trucs où je vais être pas du tout d'accord, tu vois. Donc, suivez bien ça. La vidéo arrive juste après celle-là. Donc, continuons avec ça. Que ce soit ça le grand incident qui résonnera à travers le monde, que Kizaru s'oppose à Saturne s'apprêtant à tuer Bonnie, que ce geste signant la révolte ultime aux yeux du gouvernement fasse de lui un traître. On attend que ça, Vegapunk s'est rebellé contre le gouvernement, Sentomaru s'est aussi rebellé, Kuma va sans doute le faire dans les prochains chapitres, il ne manque plus que lui actuellement. Très honnêtement, j'aurais lâché cette idée si on l'avait pas vu performer la danse de Nika, hein. Mais là les gars, croyez-moi, le rôle de Kizaru est loin d'être terminé dans cet arc. Puis même au tout début du chapitre, il était là à dire à Vegapunk, t'aurais dû regarder chaque coin de ce laboratoire quand t'as emménagé afin d'éviter d'être espionné par le gouvernement, confirmant bien ses intentions positives vis-à-vis de lui. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages bizarres. Mais en tout cas, les réactions, moi, je vous promets, en vrai, regardez le manga et vous regardez Kizaru et vous regardez pas les cases, vous lisez pas. Regardez juste le comportement. Et à chaque fois, il a des comportements, tu te dis, ah ouais, quand même, bizarre, tu vois. Même le combat contre Luffy, tu vois, des fois, on dirait, il était pas sérieux, tu vois. Il cherchait pas vraiment ni le combat, il cherchait rien. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était accomplir sa mission. Et au final, je pense qu'il est content de ne pas l'avoir accompli. Vraiment, j'ai vraiment cette impression-là. Alors, les amiraux contre le gouvernement mondial. Ouais, ouais. Vas-y, allez, t'abuses. Jaoro 5. Ouais, salut frérot, comment tu vas? Bienvenue sur le live. Donc, réaction du chapitre. Du coup, on a fait la réaction juste avant. Et là, du coup, on fait petite réaction à la vidéo de Goji et du Mont Corvo juste après. Alors, je suis au bon endroit pour parler du dernier chapitre. Bien sûr, frérot. Bienvenue ici. Frère, tu peux parler de ce que tu veux. Tu peux parler des spoils, tu peux parler des théories, tu peux parler de ce que tu veux. Et il y a Gapadale qui est avec nous. Lui, il va te parler avec toi. Mais il va pas se laisser faire. Il va pas se laisser faire, lui. Il va toujours essayer comment on dit, de t'obliger à croire ce qu'il dit, tu vois. Alors qu'il raconte n'importe quoi, mais dis-lui pas parce qu'il casse les couilles. Donc voilà, vas-y frérot. Fais-nous part de tes petits trucs là. Je continue vite fait la vidéo.